les droits de partage Oui, c'est bon. d'écran. Voilà. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup et puis merci à toutes et tous pour l'accueil pour cette deuxième journée de votre colloque et c'est un grand plaisir pour moi de venir échanger et discuter avec vous. Je règle juste un peu la barre de Zoom et je réduis pardon, les vignettes à gauche. Voilà. Donc, comme l'appel à communication et les échanges qu'on avait pu avoir avec le comité d'organisation insistait pas mal sur la dimension un peu méthodologique et aussi applicative de l'analyse des corpus numériques, en fait, j'ai choisi de présenter différents travaux, projets menés depuis quelques années ici à Cergy. Un certain nombre d'entre eux sont des projets très largement collectifs, donc j'indiquerai voilà, à chaque fois les collègues aussi avec lesquels j'ai élaboré. Je pense qu'une bonne partie d'entre eux sont à la fois dans la session aussi et dans la pièce à côté de la mienne. Voilà, donc c'est un travail collectif avec des collègues, des doctorants, des doctorantes, des ingénieurs, etc. Alors, pour commencer cette session, en fait, c'est un peu contextuel parce qu'il y a quelques jours ou semaines, c'est fini la, je crois, 9 ou 10e édition de CMC Corpora Conference, qui est une conférence annuelle sur les corpus numériques, donc les Computer Mediated Corpora Communication. Et c'est une communauté qui était très, très riche, très dynamique. Vous voyez là, donc, le site web avec une photo qu'on avait fait, c'était en Belgique, je ne sais plus où exactement. Vous avez aussi ici la page quand on regarde sur Clarine, qui est cette ressource, équipement qui permet de déposer, collecter, analyser des corpus de différentes natures, dont des corpus médiés par les réseaux. Et puis un peu de promotion pour les actes de la conférence qu'on avait organisée à Cergy avec ma collègue Claudia Marinica en 2019. Voilà. Et donc cette communauté, elle est très, très riche, elle est très dynamique aussi. Et d'ailleurs, vous trouvez en open access tous les actes des conférences, en tout cas les short papers des dernières éditions sur chacun des sites. Et elle s'intéresse donc depuis très longtemps à cette question de la collecte, de l'analyse, du traitement des corpus numériques, et en particulier des corpus médiés par les réseaux ou par ordinateur, tout dépend des terminologies qu'on va adopter. Dans le cadre de ces travaux et de ces différentes recherches, on observe des nouvelles pratiques communicationnelles, donc qui peuvent être des conversations sur des chats, des contributions à des discours en ligne sur les réseaux sociaux numériques, etc. Et évidemment, pour nous, les linguistes, en particulier les analyses du discours, ça nous fournit de nouveaux observables, des nouveaux faits de langue et donc un matériau relativement riche et nouveau, si tant est que les évolutions technologiques aussi conduisent à des innovations et des évolutions langagières, sémiotiques, voire plurisémiotiques. Donc des nouveaux terrains d'investigation pour les linguistes qui permettent aussi de renouveler un certain nombre de problématiques, en particulier sur des questions d'énonciation ou autres. Des données langagières aussi pour éprouver des modèles théoriques et des appareillages théoriques. Donc c'est aussi intéressant pour des approches un peu plus théoriques de la linguistique ou de l'analyse du discours, de voir comment justement ces nouveaux corpus permettent d'éprouver des descriptions qui ont été faites ou élaborées sur d'autres types de corpus. Et puis, je vais essayer d'insister aussi sur un certain pragmatisme, alors pas au sens disciplinaire académique du terme, mais plutôt voilà, du sens commun de ce que peut être une forme de pragmatisme, au sens où ça nous invite aussi, ces nouveaux corpus et ces nouvelles pratiques de l'analyse du discours numérique, à repenser aussi les données de la recherche, mais aussi les produits de la recherche, c'est-à-dire est-ce que faire des articles scientifiques ou même des articles sur quelques plateformes, même numériques, que ce soit, est-ce satisfaisant finalement pour rendre compte de ces discours numériques qui sont dans des environnements qui sont en permanente métamorphose et évolution. Donc ça va être un petit peu les enjeux principaux de ce dont je vais parler aujourd'hui.
Alors, donc, des corpus numériques pour l'analyse du discours politique. Donc, ça va être retour sur des cas pratiques, en fait, ou des cas d'analyse qui m'ont occupé, essayer de voir un peu quels sont les enjeux de ces pratiques et puis les analyses qu'on peut mener. Donc, les objets sur lesquels je travaille assez régulièrement, c'est surtout les tweets politiques. Alors, pour raisons variées et contextuelles aussi, hein. Je travaillais beaucoup sur le discours politique au moment de ma thèse et juste après. Et ensuite, j'ai eu un poste dans un département à l'IUT à Cergy qui s'appelle Métier du multimédia et de l'Internet, dans lequel j'ai été amené à enseigner l'écriture pour les médias numériques et l'expression communication, mais orientée vers la finalité du diplôme, donc, qui est la production de contenu de communication ou en ligne, ou tout ce qui va être community management, gestion de communauté, etc. Donc, je me suis rapidement intéressé à ce genre de choses. Et pour essayer d'éviter d'avoir une dissociation entre ce que je faisais en tant qu'enseignant et en tant que chercheur, ben, je me suis penché assez rapidement finalement vers ces objets-là, et en particulier les tweets politiques, qui sont un type de production vraiment à part. Donc, je ne m'aventurerai pas à généraliser sur l'ensemble de la twittosphère ou l'ensemble des productions qu'on peut trouver sur Twitter, puisque c'est des communications qui, en général, sont largement orchestrées, éditorialisées, prises en charge par des équipes de communication et qui retranscrivent finalement la parole politique et qui sont donc probablement moins représentatives de ce que peuvent être les tweets dans leur ensemble que d'être plutôt un genre du discours politique en particulier. Donc là, ici, vous avez, vous voyez, une succession de tweets d'Emmanuel Macron, en tout cas du compte d'Emmanuel Macron du 5 mai 2017, où on voit qu'en fait, on a la reproduction d'un certain nombre de ses prises de parole par son community ou sa community manager, probablement à l'époque, avec le hashtag éventuellement, évidemment, qui contextualise cette prise de parole dans le cadre d'une émission radio qui est RTL Matin, et dans laquelle on va avoir finalement cette prise en compte d'un ensemble de propos d'Emmanuel Macron retranscrits par écrit sur Twitter. Alors, on a travaillé dans le cadre en particulier du projet Coméré. Là, vous voyez la bannière qui était un projet initialement promu par l'IR Corpus, qui était de faire un répertoire de différents types de corpus dans l'objectif, je ne sais pas ce que est devenu cet objectif, de faire un grand corpus du français, je ne sais plus quel était son intitulé, dans lequel il y aurait eu une partie nouveaux moyens de communication. C'est comme ça que s'appelait le groupe de travail à l'époque, Mouvcom, qui était dirigé par Thierry Chanier, où on avait des clavardages, on avait des chats, on avait des interactions diverses et variées en ligne. Et dans cet objectif, ma contribution et celle de mes collègues, en tout cas de Sergi à l'époque, a été d'apporter, entre guillemets, des corpus de tweets. Et le premier corpus qu'on a déposé, qui s'appelait PolitiTweet, corpus de tweets de personnalités politiques influentes. Je peux peut-être ouvrir l'URL, ça sera plus sympa. Hop, dans lequel, d'ailleurs, tout est décrit dans ce manuel d'acquisition. Vous voyez, donc c'est la version 5, puisque ça fait l'objet d'un certain nombre de retours et d'allers-retours avec les différentes parties prenantes du projet jusqu'à validation. Voilà, donc vous avez une référence, hein, c'est pareil, c'est citable évidemment. Et on a un certain nombre d'articles qui expliquent comment le corpus a été constitué, un état de l'art bien sûr sur Twitter et les analyses, les personnes qui ont été partie prenante du projet et leurs différents rôles. Et puis, voilà, donc la description, bon, ça c'est pas les candidats, mais c'est le... Bref, je vais plus vite, c'est juste voilà, une veille juridique aussi sur la possibilité ou non de faire des corpus de tweets, avec notamment des échanges que j'avais eus avec Twitter ici, donc j'ai repris ça ici évidemment pour documenter. Et puis je vais y venir, mais tout le travail en fait de mise en forme du corpus, de standardisation et surtout de l'ajout d'un certain nombre de balises qui vont permettre d'enrichir les données qu'on va extraire de Twitter d'un ensemble de ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des choses qui vont enrichir et qui vont permettre d'étoffer en quelque sorte le contenu textuel qui, bien évidemment, ne se limite pas au simple tweet et à la chaîne de caractères 140 à l'époque, 280 maintenant, mais qui va nous permettre justement d'ajouter
un grand nombre de métadonnées, comme la date, comme éventuellement la géolocalisation, le type d'appareil sur lequel le message est produit, etc., etc. Alors, je vais repasser sur mon PowerPoint. Voilà, donc, ce document est accessible en ligne facilement, donc n'hésitez pas. Le blog du projet Coméré, donc puisqu'on avait un blog sur lequel on indiquait les avancées du projet, a notamment créé une notice dans laquelle on expliquait comment télécharger un corpus du projet Coméré. Et donc, à l'époque, la Thierry Chanier avait pris en exemple le corpus de tweets. Donc, vous voyez la référence bibliographique, pareil, donc avec les collègues qui ont participé à l'élaboration de ce corpus, PolityTweet, corpus de tweets provenant de comptes politiques influents. Thierry Chanier étant le porteur du projet, c'est hébergé dans la banque de données Coméré sur le site Ortholang, etc. Alors, voilà, plus précisément, pour élaborer ce projet, bon, je vais aller assez vite parce que c'est un peu technique et que voilà, on pourrait y passer quasiment l'intégralité de la communication, mais c'est justement ces métadonnées dont je vous ai parlé, ces informations supplémentaires qu'on va récupérer finalement quand on utilise l'API Twitter, c'est-à-dire un outil pour aspirer les tweets. Donc évidemment, bien, enfin, pas de manière caricaturale que le texte du tweet qu'on va décontextualiser, mais un ensemble de champs dans lequel on va avoir l'utilisateur, le screen name, la date, le contexte, enfin, il y aura plein d'éléments particuliers. On va récupérer ces éléments dans une sorte de base de données. Donc voilà, figurez-vous un grand nombre de colonnes dans lesquelles on va avoir des informations complémentaires sur le texte du tweet lui-même. On va essayer de les codifier et de les rendre compréhensibles à travers la TEI, qui est un système d'encodage qui permet de baliser les corpus avec justement des méta-informations. Alors la TEI, c'est pas du tout, enfin à la base, c'est même à la base pas du tout adapté à ce type de nouveaux moyens de communication. Il y a eu tout un travail qui a été fait par en particulier Thierry Chanier et des collègues allemands pour porter une proposition d'extension de la TEI pour les nouveaux moyens de communication, mais à la base, ça existe de manière très, très bien connue chez les médiévistes, par exemple, qui vont encoder le fait que dans un manuscrit, on va avoir une enluminure, on va avoir des éléments particuliers ou des gloses, etc. Et donc, on a besoin de savoir que telle partie du texte est une glose ou est une enluminure. De la même manière pour le théâtre, on va encoder les didascalies, les tours de parole, les actes, les scènes, etc. Donc, en fait, c'est simplement un moyen de signaler dans la transformation, on va dire, numérique du corpus, un certain nombre d'éléments et de les qualifier plutôt que tout le texte. Évidemment, le texte n'a pas le même statut à ces différents endroits. Et donc, on va baliser, on va indiquer au lecteur finalement à quoi correspondent telle et telle partie du document. Voilà, pour plus de détails, vous pouvez aussi regarder ce poster qu'on a fait avec collègues du projet à l'époque. Et donc, l'exemple que je donne très souvent, parce qu'il est bien riche à la fois en hashtag, en mentions, etc. Donc, vous voyez ce tweet du parti de gauche à Bruxelles, Jean-Luc Mélenchon conclut la rencontre, débat, etc. Donc, on va essayer de transformer ce message en un élément de corpus selon la TEI. Et donc, vous voyez que même si c'est un petit peu difficile à lire quand on ne connaît pas, on va avoir when ici, donc avec la date, l'heure, etc., la langue, le fait que c'est un retweet, puisqu'en fait, on a travaillé sur le compte de Jean-Luc Mélenchon, et donc en reprenant ce message, en fait, c'est un retweet. On va avoir les termes d'adresse, vous voyez, parce que j'ai le parti de gauche. On va avoir les hashtags aussi qui vont être visibles ici, vous voyez, Twitter hashtag GMT. Et puis, on va avoir des éléments ici, comme le type de média, Twitter for iPhone. Et si on descend, on va avoir le nombre de retweets, le nombre de favoris, etc. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de capter, de garder, à part la photo, qu'on ne peut pas, enfin, qu'à l'époque, on ne pouvait pas, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille justement pour récupérer les éléments médiatiques et multimédiatiques qui sont intégrés dans les tweets. En tout cas, on essaye de récupérer toutes les informations finalement contextuelles, spatio-temporelles, techniques, etc., qui sont présentes dans l'interface de Twitter pour essayer de les incrémenter dans le corpus lui-même. Et donc, un seul tweet va se représenter par un grand nombre de lignes finalement et quelque chose d'assez volumineux dans le corpus, puisque notre objectif justement, c'est de pouvoir récupérer l'ensemble des éléments que l'on perd en extrayant le message du tweet. Donc, on peut dire que cette pratique est relativement écologique ou éco-friendly, puisque son objectif est de
vraiment resituer les données dans un ensemble de paramètres qu'on va essayer de récupérer et d'incrémenter le plus finement et le plus précisément possible. Voilà, donc le gain de ces travaux, c'est d'avoir la richesse de travailler sur des corpus qui répondent aux questions de recherche qu'on s'est posées. Donc à l'époque, le PolitiTweet, c'était sur analyser la communication politique et en particulier l'influence sur les réseaux sociaux. Donc on avait mis toute une méthodologie en place de caractériser qu'est-ce qui était de notre point de vue, en tout cas, l'influence sur les réseaux, avec des questions de liste, de partage de liste, etc. Donc voilà, il y avait 7 étapes qui nous permettaient d'avoir la circonscription de nos 205 comptes. Donc ce n'était pas du tout de manière anecdotique, ou voilà, c'était pas non plus prendre quelque chose de sociologique ou de politique et de dire voilà, les personnalités politiques les plus influentes, c'est celles-là, donc on va prendre leur compte Twitter, parce qu'en fait l'analogie n'est pas du tout la même. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui fait sa vaisselle peut-être, ou en tout cas, c'est un peu de bruit des fois de temps en temps. Voilà. Après, ça permet aussi d'avoir des réflexions qui sont assez intéressantes et qui renouvellent des questions très traditionnelles, par exemple sur les questions d'énonciation, travailler sur le hâte, justement, en tant que porteur d'un discours rapporté, par exemple, faire de point hâte quelque chose et de point ouvrez les guillemets, d'avoir voilà, un mode de citation, ou que ce soit parfois une mention, une sorte de clin d'œil aussi. Enfin, il y a des effets un petit peu pragmatiques qui sont intéressants. Des questions aussi sociolinguistiques qui pourraient se porter sur la question du matériel. Voilà. Est-ce qu'il y a des spécificités à l'écriture du tweet sur iPhone, sur Android, sur clavier? Probablement oui. Moi, ce n'est pas des sujets qui m'intéressent, enfin en tout cas pour lesquels je suis compétent, mais peut-être que ça pourrait être intéressant. Et puis, évidemment, bon, c'est les corpus qui sont déconstruits, et réfléchir à ce geste de construction finalement qui n'est pas neutre. Et voilà, on n'est pas du tout dans des questions d'agrégation systématique et archi-quantitative des réseaux sociaux de manière arbitraire, mais c'est vraiment, voilà, le PolitiTweet faisait 34 000 tweets. Alors c'est vrai que par rapport à certains travaux ou approches, ça paraît beaucoup et on peut critiquer le fait que ça soit une quantité importante. Mais il faut se dire que dans d'autres domaines de la recherche, c'est ce qu'ils font, on mange au petit-déj avant de partir travailler. Donc voilà, on est sur des ratios aussi qui sont voilà, relativement quantitatifs, tout en étant relativement appréhendables de certaines manières. Et encore une fois, un corpus, c'est aussi un terrain d'investigation dans lequel après on va aller chercher des sous-ensembles et qu'on va regarder de manière évidemment manuelle avec des pincettes et des outils théoriques différents pour essayer de resituer un certain nombre de résultats. Voilà, et donc ce premier projet, on va dire, m'a amené à questionner la manière finalement de faire de l'analyse du discours numérique, en particulier en contexte politique, et surtout d'essayer de réfléchir à comment sortir de cette frustration qui est qu'on produit des résultats, entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas du savoir sur les élections, en l'occurrence, toujours a posteriori. On arrive toujours après. Voilà, alors on peut toujours, ce qu'on avait fait pendant les présidentielles 2017 avec mes collègues, voilà, faire des articles de blog sur The Conversation, participer à des émissions, etc., pour décrypter, entre guillemets, en temps réel, mais bon, c'est toujours compliqué. Et puis, les productions scientifiques, elles, arrivent toujours après coup, le temps qu'elles se passent un certain nombre de filtres d'examination, d'évaluation, etc. Et donc, il y a toujours cette espèce de côté un peu décalé. Donc, cette idée, en fait, que j'ai essayé de mettre en place, d'ouvrir ces travaux directement, en fait, que les gens puissent les utiliser et travailler avec. Bon, je vais passer très vite parce que je vais manquer de temps, mais donc essayer d'intégrer ça peut-être dans une sorte de perspective de science ouverte, vous voyez, qu'on participe en tout cas à cette manière de faire progresser, entre guillemets, hein, je vois parce que c'est le mot qui est utilisé, mais c'est sans aucune prétention, enfin, en tout cas relativement de manière modeste en tout cas, mais la compréhension d'un phénomène tel qu'une élection à travers un prisme qu'on offrirait aux citoyens, qui ne serait pas l'unique prisme existant, mais qui serait un moyen pour eux en tout cas d'appréhender les discours avec les outils qu'on leur mettrait à disposition. Et puis surtout aussi les faire participer, c'est-à-dire interagir aussi avec les projets dans lesquels on est impliqué, et voir de quelle manière finalement cette participation et cette implication va aussi être source d'enrichissement pour nous
et d'amélioration aussi peut-être, voilà, à la fois dans les attentes, dans les objectifs et puis dans la manière de positionner ces recherches. Hem, voilà, donc donner aussi, hein, comme dit Sandra Logier, la capacité aux citoyens de s'approprier les contenus et de changer ce rapport, hein, qui est parfois un peu, trop unilatéral, entre les chercheurs et les citoyens et essayer de faire en sorte de pouvoir aussi, voilà, tenir compte des préoccupations, que les personnes auxquelles on destine ce travail finalement, soient prises en compte et pas que d'une manière spéculative dans le mot de tête en disant: «Voilà, moi j'ai pensé que ce qui les intéresserait, c'était d'avoir ça et ça». Voilà, peut-être que ça les intéresse, mais peut-être que dans une certaine mesure, moins que ce que je pensais parce que, voilà, j'ai une certaine vision des choses qui est peut-être pas représentative ou pas si partagée. Voilà, donc un peu la chronologie finalement des différents projets dont je parle. En fait, ça a commencé un peu modestement avec des petits billets de blog sur le Huffington Post, parce que, grâce à Gilles Soufi, il y avait une chronique d'été sur les discours numériques, voilà, qu'on m'a proposé et puis arrivé vers cette question de corpus et puis d'un certain nombre de projets, qui sont aussi, bien sûr, enfin là, ça sera moins le versant scientifique euh, et méthodologique, mais plutôt la version applicative que je vais présenter aujourd'hui, mais qui se combine aussi avec des réflexions un peu plus théoriques sur la nature des observables, leur traitement. Dans le projet TALAD, on travaille sur la question des nominations, par exemple, hein, qui est un sujet très bien thématisé. J'ai vu qu'il y avait Sophie Moirand tout à l'heure dans les personnes qui assistent. Voilà, donc c'est des sujets vraiment phares et importants de l'analyse du discours. Voilà, cette question de nomination, de point de vue sur les référents, de nomination émergente, est-ce qu'on peut essayer de faciliter leur repérage et leur accès, voire leur traitement, avec des outils automatiques. Donc, le TALAD, vous voyez, c'est le traitement automatique des langues, analyse du discours. Voilà, comment est-ce qu'on peut combiner les prérequis et les attentes des analyses du discours et ceux des informaticiens ou des gens qui font du TAL, ce qui n'est pas chose aisée, mais il y a peut-être justement, plutôt que de rejeter en bloc ce que font les uns et les autres, des moyens d'articuler un certain nombre de nos préoccupations. Voilà, donc c'est des choses qu'on essaye de faire. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, hein, qui ont été déjà publiés, souvent de manière très collective, dans les projets dont j'ai parlé ou dont je vais parler. On a fait un travail qui reste encore à peaufiner, bien qu'il ait déjà 7 ans, mais qui est la question du repérage des idéologies dans les réseaux sociaux, en partant de la définition de Sarfati sur enfin, en tout cas les critères de Sarfati sur le fait qu'une idéologie est atemporelle, intemporelle, polylactale, autotélique en particulier. Donc, on n'est pas sur la caractérisation thématique ou en termes de contenu d'une idéologie, voilà, idéologie libérale, idéologie communiste, etc., mais plutôt de se dire qu'est-ce qu'il y a de commun à tout discours idéologique et comment une idéologie se met-elle en discours. Et donc, disant qu'une idéologie est vraie en dehors de contexte spatio-temporel, vraie tout le temps, etc., on a essayé de mettre en place un système de détection. Alors, c'est plutôt un système de filtre, hein, je parle de détection, mais je vois plus ça comme un genre de tamis, en fait, qui a de l'analyse du discours à partir d'un grand ensemble, à essayer d'écrémer, de filtrer ce qui pourrait être de l'ordre du discours idéologique, et ensuite de regarder à l'intérieur de ce sous-corpus, voilà, comment les choses fonctionnent, quelles sont les erreurs qui ont été faites, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, par l'outil et et surtout comprendre, voilà, pourquoi on avait réfléchi à telle règle, par exemple, pourquoi est-ce qu'elle a fonctionné ou pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fonctionné. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, voilà, d'être un peu empirique aussi, de forger des hypothèses, de les tester. Et ben, une fois qu'on les a testées, c'est pas de dire qu'on a raison, c'est voilà, est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles fonctionnent pas, est-ce qu'elles fonctionnent bien, moyennement, et pourquoi. Et ça nous renvoie aussi des choses sur nos intuitions d'analyse du discours. On a fait aussi des choses assez intéressantes, notamment avec Zacharia Després et Claudia Marinica sur cette question alors, d'idéologie, puis des mots assez porteurs, qui peuvent être porteurs d'idéologie, et les rapports entre les communautés militantes et les leaders politiques. Donc ici, c'est Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, par exemple. Vous voyez, donc on a en bas Jean-Luc Mélenchon, en haut les Insoumis, et on regarde justement quand est-ce que des termes arrive chez l'un ou l'autre et comment est-ce que ça se comporte ensuite. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon le prétendait, une partie du programme émergeait des discussions chez les insoumis dans les militants, ou au contraire, est-ce que finalement c'est Mélenchon qui impulsait les éléments de langage et ces éléments étaient discutés
Voilà. Par exemple, la question du chiffrage est super intéressante. On avait travaillé dessus, mais vous voyez, Milliard, c'est quand on avait l'émission YouTube de Mélenchon qui chiffrait son programme. Et à partir de là, il y a eu énormément de discussions chez les Insoumis, mais on voit que cette discussion avait quand même émergé bien avant que Jean-Luc Mélenchon ne se l'approprie aussi. Voilà, donc il y a des choses assez intéressantes. Bien sûr, après, on peut faire des hypothèses et regarder plus précisément dans les corpus. Voilà, sur la question du chiffrage, de petits exemples, vous voyez, donc Mélenchon et puis les Insoumis qui se mettent à faire des calculs et à essayer voilà, d'expliciter finalement les enjeux de ce dont Mélenchon parle. Alors tout à l'heure, je parlais justement de la manière de rendre compte finalement de ces recherches et comment est-ce qu'on les rend accessibles et comment est-ce qu'on peut penser finalement nos analyses sur des formats, encore une fois, ou papier ou même numérique. C'est-à-dire que voilà, les corpus que je vous ai montrés tout à l'heure en TEI, c'est imparfait dans une certaine mesure, même si ça agrège beaucoup d'éléments. Copier-coller le texte d'un tweet, ben, évidemment, on perd beaucoup d'éléments, mais on peut en faire des choses. Faire des captures d'écran, le lendemain, la capture peut être différente, il peut y avoir des nouvelles réponses, etc. Donc, c'est aussi, l'avatar peut être changé, enfin, donc c'est aussi insatisfaisant. Donc, il faut aussi réfléchir à voilà, comment est-ce qu'on peut surmonter finalement ces difficultés sans être dans des postures trop dogmatiques qui vont opposer voilà, des choses artificielles, type qualitatif, quantitatif, par exemple, peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais qui sont des choses très artificielles, souvent sur lesquelles on s'appuie parce que voilà, ça permet de forcer le trait et de distinguer des choses qui n'ont pas forcément à l'être, mais en fait, derrière, il y a des choses qui sont plus intéressantes, comme voilà, induction, déduction, ou ce genre de choses, qui sont plutôt des manières d'aborder un objet d'étude, mais qui peuvent s'articuler complètement. Et puis, selon les questions de recherche qu'on se pose, on peut à la fois avoir des choses un peu plus hypothético-déductives ou des choses plus empiriques, ou au contraire voilà, de l'ordre de la vérification hein, d'une hypothèse sur un échantillon. Il n'y a pas de... Voilà, je ne dis pas qu'il y a une ou une bonne et une mauvaise manière de faire, mais il y a plutôt des différentes manières d'appréhender un même objet en fonction de l'avancée de sa recherche et puis aussi du type de question à laquelle on veut répondre. Voilà, donc pour vous montrer rapidement des navigations. Voilà, donc le premier projet, c'est celui qu'on a fait en 2017. Quand je dis, voilà, donc à propos, vous avez la description, vous avez les personnes hein, qui étaient impliquées dedans, les soutiens, donc voilà, tout est bien crédité. Et donc quand on va sur plateforme ici, hop, on va se retrouver avec donc une interface qui permet d'analyser un certain nombre d'éléments de la campagne présidentielle de l'époque. Donc, on va prendre au hasard, parce que c'est un terme en ce moment qui fait l'objet d'un certain nombre de discours, notamment d'un presque nouveau candidat. Donc, si on regarde Islam, vous voyez, on va retrouver donc, le nombre de tweets, le nombre de personnes qui l'utilisent. Ici, la liste des tweets, et puis on va avoir un certain nombre de fonctionnalités qu'on a mis en place. Bon, c'est un petit projet, c'était une sorte de prototype, hein, donc ça n'a pas valeur exemplaire et on réfléchit là actuellement pour la prochaine campagne à comment faire différemment. Mais oui, on va pouvoir faire un certain nombre de mesures qui vont nous permettre de voir, donc soit avec des pourcentages, ou soit, et c'est là où c'est intéressant, je peux essayer de zoomer peut-être, voilà, le sur ou le sous-emploi de ce mot-là. Donc ça, c'est des calculs de spécificité qui permettent de voir finalement voilà, comment une forme serait attendue dans l'ensemble du corpus et est-ce qu'elle est sur- ou sous-utilisée. Et donc, on voit par exemple, vous voyez, Emmanuel Macron qui le surutilise un peu, surtout aussi Jacques Cheminade ici, qui est celui qui surutilise le plus Islam, alors qu'ici, Marine Le Pen est celle en fait, qui le sous-utilise le plus, c'est-à-dire que voilà, de manière comparative à l'ensemble du corpus et de ses concurrents, bah, elle a un sous-usage du terme islam. Alors, ce qui est peut-être contre-intuitif, mais en fait qui n'est pas tant. Donc, si on veut vérifier, on peut retourner à l'accueil. On peut regarder chez Marine Le Pen, par exemple. Hop, on va aller chercher ce qu'on a fait. Donc là, on a tous les tweets de Marine Le Pen. Et on a, je suis désolé, ma connexion est un peu lente, on va avoir d'autres nouvelles fonctionnalités. Vous voyez, donc les mots les plus utilisés, les thématiques, les relations entre les mots. Donc on va aller cliquer, vous voyez ici, sur thématiques, et puis on va essayer de regarder. Donc là, c'est des classifications qu'on appelle classification hiérarchique descendante, qui travaillent en gros sur les co-occurrences et le fait que les mots soient souvent présents les uns avec les autres, et ça aide à détecter ce
certains auteurs appellent des mondes lexicaux ou des thématiques. En tout cas, disons que ça permet de cartographier un petit peu un corpus. Et hop, vous voyez ici qu'on va les trouver dans la thématique bleue. Donc on n'a pas islam, hein, effectivement, on a islamiste, bien connu des analyses de Marine Le Pen, et puis on va avoir fondamentalisme, on va avoir terrorisme, on va avoir policier, etc. Donc vous voyez que ça nous éclaire, simplement, je vais essayer assez vite, hein. Il faudrait passer plus de temps, mais sur le fait que oui, Marine Le Pen n'utilise pas islam. Si on regarde un peu dans le détail et dans les mots qu'elle emploie, effectivement, elle emploie une suffixation en ist, souvent accolée, si on va avoir après dans une autre fonctionnalité qui peut être, on peut la voir, pourquoi pas. Ici, les relations entre les mots, bon là c'est ce qu'on appelle l'analyse de similitude. On va, bon, comme tout le monde, un français. Mais je n'avais pas préparé, du coup je ne sais pas où est islam ici. Je ne le vois pas, donc on va faire autrement. On va aller retourner voir dans notre islam. Ici. Ouais, c'est un peu empirique, hein, comme je vous l'ai dit. On va regarder les mots associés par tous les candidats, donc dans l'ensemble du corpus. Et là, on va se rendre compte qu'effectivement, donc dans l'islam, on va avoir musulmans, laïcité, etc. Mais donc ça, on a vu que c'était sous-utilisé par Marine Le Pen. Par contre, l'islamiste qu'on a repéré, vous voyez, on va le voir avec fondamentalisme islamiste, c'est-à-dire que la taille des mots est proportionnelle à la fréquence et l'épaisseur des traits est proportionnelle à la fréquence d'association, donc au fait que ces termes sont très co-occurrents. Et donc, on va avoir fondamentalisme islamiste ici qui va être marqué comme étant quelque chose de très caractéristique du corpus. Donc ensuite, en retournant dans le corpus de Marine Le Pen, on observe qu'effectivement, ça vient d'elle. Et ici, on va trouver notre François Fillon. Alors, on a les hashtags d'ailleurs, Fillon 2017, avec le totalitarisme islamique, qui pose encore d'autres questions de morphologie, puisque islamique, c'est relatif à, et donc en disant totalitarisme islamique, ça présuppose un caractère totalitaire de l'islam, ce que n'a pas du tout Marine Le Pen quand elle parle du fondamentalisme islamique, puisqu'elle peut toujours, en tout cas d'un point de vue linguistique, se dédouaner en disant qu'elle ne parle pas de l'islam ou de quelque chose supposé négativement de l'islam, mais elle parle du fondamentalisme, c'est-à-dire une sorte d'idéologie fondamentale, de retour à quelque chose d'antérieur, en lien avec les islamistes, c'est-à-dire une version idéologisée de l'islam. Voilà, c'est juste du point de vue linguistique, en fait, qu'il y a quand même des précautions qui sont prises, qui ne sont pas forcément prises par ses concurrents. Et puis, donc, vous allez me dire, oui, mais là, voilà, on a les tweets, on a simplement les contenus, certes, on peut faire des mesures, mais voilà, on perd quand même l'environnement de l'interface. Et donc, pour résorber, on va dire, cette limite, on avait élaboré une troisième fonctionnalité qui est cette fois une manière d'appréhender le corpus en naviguant dedans. Donc, si je tape terroriste, ici, par exemple, vous voyez, ça se remet dynamiquement à jour. Donc, j'ai Marine Le Pen 90, Emmanuel Macron 79. J'ai l'évolution temporelle. Et puis ici, j'ai voir le tweet. Donc, si je clique ici sur celui d'Emmanuel Macron, alors là, c'est plus des lemmes, voire ça travaille avec Elasticsearch, qui est un moteur de recherche un peu souple, son nom élastique, et qui fait qu'il a une certaine variabilité au niveau morphologique. Donc, vous voyez qu'en tapant terroriste, on récupère aussi un terrorisme. Mais bon, ça me va pour mon exemple. Et ici, vous voyez qu'on a un petit clic avec le lien. Et sur le lien, on va retourner dans l'interface de Twitter. Donc, on va pouvoir recontextualiser ce message dans l'interface. Et donc, là où je voulais en venir par rapport tout à l'heure, notamment l'exemple des captures d'écran, c'est que évidemment, depuis Emmanuel Macron, depuis 2017, a changé son avatar. Il n'avait pas de masque à l'époque. Donc, si j'avais fait un article sur ce tweet en l'utilisant avec une capture d'écran, en fait, la capture d'écran ne serait plus la même. Et donc, finalement, le message aurait perdu de sa précision, puisqu'il y a une sorte d'évolution qui a été entre-temps. Donc là, voilà, cette interface, elle nous permet de retourner dans le message tel qu'il est produit actuellement, en tout cas tel qu'il est dans l'interface et non pas tel qu'il était à l'époque. Peut-être que je préférerais l'avoir tel qu'il était à l'époque, mais en tout cas, l'objectif de cette fonctionnalité, c'est vraiment de pouvoir retourner dans l'interface parce que derrière, on va avoir peut-être des commentaires nouveaux, récents, d'autres, etc., ça aurait pu évoluer. Donc, on va pouvoir resituer ce message et l'avoir au moment où on est en train de le consulter et donc au jour de la requête. Alors cet exemple, il est très bien choisi aussi parce que vous voyez qu'il montre une limite des analyses qu'on produit, qui sont des analyses, encore une fois, qui vont capter soit de manière copier-coller, soit par screen,
les corpus, on a ici une vidéo qui défile, vous voyez, qui fait 1 minute 10 et dont on a du mal à capter le contenu et à pouvoir l'analyser. Donc, pour les élections européennes 2019, on a fait un autre projet qu'on a appelé Cicero. Alors, normalement, il y a un hashtag, mais bon, là, on ne pouvait pas le mettre en titre. Et donc, Cicero, c'est un outil, bon, c'est un peu old school, hein, c'est intégré dans un WordPress pour que ça soit visible. Donc, vous avez la description ici, c'est un moteur de recherche qui va analyser à l'intérieur des vidéos qu'on va aussi pouvoir récupérer. Donc, les européennes, on avait par exemple les gilets jaunes. On va taper gilets jaunes. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir le son. Et là, en fait, on va retrouver toutes les séquences vidéo. Donc, je peux mettre play, dans lesquelles une personnalité va... Il y a un phénomène nouveau qui est apparu à partir du 17 novembre dernier, c'est le phénomène des gilets jaunes. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est le phénomène des gilets jaunes. Donc, on voit ici Jacques Cheminade. Et puis, on peut zapper. Vous voyez, deuxième vidéo, on va avoir cette on a été très clair, il n'y a pas de leader, pas de chef. Voilà, c'est un mouvement qui a auto-organisé. Gilets jaunes, et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir zapper comme ça. Donc, ça a été fait avec notre collègue qui était déjà mentionné dans le précédent projet qui s'appelle Boris Borzik, qui a développé ce player. Et en fait, qu'on a essayé de réfléchir aussi par rapport aux besoins de Cicero avec d'autres éléments, c'est-à-dire un multifenêtrage avec ici les vidéos, mais aussi les tweets qui correspondent à la campagne. Donc, vous voyez, à chaque fois que je zappe sur une vidéo, j'ai un nouveau tweet qui va se mettre en lien avec une proximité entre le contenu du message vidéo et le tweet. Et puis, plus récemment, on a essayé de réfléchir à une sorte d'arborescence en fait, dans lequel on aurait des thématiques, vous voyez, donc économie, et puis on a choisi, donc ça c'est nous qui l'avons fait avec nos petites mains en fonction de l'analyse du corpus et du repérage des mots les plus fréquents, fiscalité, emploi, etc. Et si je clique sur emploi, ici, ça va lancer à nouveau le moteur de recherche avec tous les éléments qui rentrent dans la catégorie emploi. Voilà, qui peuvent être emploi, mais qui peuvent être aussi retraite. Voilà, donc si je mets play, on doit entendre, je ne sais pas si vous l'entendez, donc c'est voilà, et que de l'autre côté, Dupont-Aignan, il faut relocaliser de l'emploi, baisser les charges. Relocaliser de l'emploi, il vient de dire. Et puis ici, on a les emplois détruits dans le tweet. Donc encore une fois, voilà, on essaye de repenser la complexité multimédiatique des productions sur lesquelles on travaille. Donc à la fois les tweets, essayer comment est-ce qu'on peut à la fois les analyser, avoir des filtrages en fonction de nos centres d'intérêt, des mots, des thématiques, etc. Et ensuite les réobserver dans leur environnement. Donc ça, on a à peu près réussi. On se rend compte qu'un certain nombre de ces tweets contiennent des éléments médiatiques, nouveaux problèmes, donc on essaye de le résoudre en essayant de travailler sur ces nouveaux types de corpus, qui veut dire récupérer des vidéos éventuellement, appliquer du speech-to-text, c'est-à-dire retranscrire automatiquement, segmenter les vidéos d'une certaine manière, donc là pour l'instant de manière un peu abrupte par extrait de 15 secondes, pour ensuite pouvoir retourner aux séquences. Et là, les travaux en cours, notamment à travers une thèse en cours, c'est d'essayer de réfléchir au changement de thème à l'intérieur de ces vidéos pour essayer de faire des découpages qui ne soient pas des découpages à la hache de manière arbitraire, mais qui pourraient être aussi des découpages thématiques, c'est-à-dire quand on arrive à repérer un changement de topic, on passe de l'économie à l'écologie, là on va pouvoir segmenter la vidéo déjà avec des unités plus signifiantes que simplement des choses automatiques. Voilà, donc ça c'était pour nos projets jusqu'en 2019 et 2021, donc nouvelles élections, les régionales cette fois, et donc avec mon collègue Jérémy Demange, on a développé un nouvel outil donc, qui s'est appelé PolityQuiz, alors que cette fois, dont le but est d'utiliser ces corpus et ces informations pour essayer de faire jouer les gens, avec un objectif communicationnel qui est justement de pouvoir attirer du public sur ces plateformes et de pouvoir, par le jeu, les sensibiliser ensuite à nos outils et au contenu qu'on va développer. Et puis aussi pour essayer de s'adresser finalement à des populations plus jeunes, en tout cas qui vont être peut-être plus captées par le côté ludique et qui, pour autant, se désintéressent parfois de la politique, et en particulier voilà, les élections régionales qui n'ont pas passionné les foules. Voilà, donc comment faire en sorte et donc l'objectif pour les prochaines présidentielles, c'est justement l'agrégation d'un peu ces trois outils. Alors je vais retourner à mon PowerPoint parce qu'il me reste que 5 minutes. Bon, j'avais des vidéos au cas où la mise en ligne ne marche pas, ça c'est pareil, donc ça c'est bon. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, voilà, donc PolityQuiz, c'est un peu ça. Donc, qui a écrit ce tweet? Donc, c'est des questions en lien avec les corpus et essayer de faire comprendre. Alors, j'avais une vidéo, mais je ne sais pas, bon, je ne vais pas avoir le temps. Donc,
vous verrez circuler peut-être pour la présidentielle et j'espère que vous irez nombreux dessus. Je vois qu'il y a des messages, je ne sais pas pour me dire de me dépêcher, donc ça tombe bien. Voilà, donc encore une fois, hein, ma question d'écologie, puisque c'est très populaire chez les sociolinguistes aussi, l'écologie des corpus, etc. Donc voilà, malgré le fait d'informatiser un certain nombre de choses ou d'essayer d'outiller l'analyse, ce n'est pas pour autant que finalement on décontextualise ou on extrait les données de leur environnement. Bien au contraire, en fait, on produit aussi des outils et des interfaces qui travaillent directement sur le matériau qu'on veut analyser et le matériau lui-même, et non pas voilà, des versions dégradées qui seraient archivées ou extraites ou photographiées ou autres de ce matériau. Alors, le gain de ces applications, c'est que ça permet, par exemple, de sortir voilà, des oppositions, extraction, contextualisation, écologie, informatisation, quali-quanti, etc. Donc, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà présenté ça un peu dans un article, donc je vais aller assez vite, et ça rejoint ce schéma que j'emprunte à Jean-Guy Meunier, qui est aussi intéressant sur, finalement, penser, alors c'est dans le cadre, lui, des humanités numériques, mais finalement, ce rapport entre des modèles conceptuels, ouais, des modèles théoriques qu'on va pouvoir avoir. J'ai une certaine représentation du sens, de la signification. Donc, dans l'article dont je parle, c'est notamment la question des formes sémantiques, des motifs et des profilages, etc. Comment est-ce que je peux transcrire ces concepts en modèles mathématiques, ou en tout cas, manière de représenter, de formaliser, d'essayer de formaliser ça, qui va ensuite pouvoir être passé par une représentation plutôt computationnelle, c'est-à-dire développer des algorithmes qui vont répondre à cette fonction, et ensuite implémenter ces algorithmes dans des outils qui vont permettre technologiquement de résoudre les problèmes, en tout cas essayer de résoudre les problèmes qu'on a posés avec notre modèle théorique. Mais il y a vraiment cette importance finalement de tenir ces quatre éléments en même temps. Voilà, une analyse qui fait du pouce-bouton avec un logiciel dont on ne comprend pas les prérequis, les intérêts et la manière dont il génère un certain nombre de fonctions, n'a pas vraiment d'intérêt, en tout cas scientifique, dans la mesure où on ne sait pas à quelle représentation du savoir, du sens, etc., cela répond. Donc, ce qui est important, c'est, voilà, on fait de la lexicométrie, de la textométrie. Bon, déjà, ce n'est pas la même chose, lexique ou texte, ou de la logométrie. Voilà, c'est des représentations différentes des objets des observables. Et ensuite, voilà, si on travaille sur des segments répétés, ok, c'est sûrement intéressant, mais à quel type de problématique, à quel type de niveau de recherche ça s'apparente. Voilà, si je fais de la fouille de texte et que je travaille sur des catégories sémantiques avec des dictionnaires, etc., là, c'est une autre représentation du sens et de la sémantique. Est-ce que ça correspond à la manière dont j'envisage les choses, et est-ce que la manière dont c'est implémenté dans cet outil transcrit finalement ce modèle théorique. Voilà. Alors, des nouvelles pistes de recherche, je vais m'en servir pour conclure, puisque j'ai déjà dépassé 2 minutes. Voilà, c'est des nouveaux développements. J'ai utilisé le terme développement dans le titre parce qu'en fait, plus que le côté informatisation ou outillage, finalement, c'est cette question finalement de développer, qu'on retrouve dans les métiers, ça vient aussi de ma forme, des enseignements que je donne en MMI, mais de développeurs web, etc., où en fait, on est aussi à la fois très directement sur la question des interfaces et de la mise en ligne des contenus, et puis cette question aussi de la créativité que ça permet et que ça rend disponible. Alors, un travail en cours là, que j'ai présenté justement à la dernière CMC Corporate Conference, c'est l'analyse des vidéos intégrées dans les tweets et comment est-ce qu'on pourrait, avec beaucoup de conditionnels, automatiser l'extraction d'un certain nombre d'informations à l'intérieur de ces vidéos. Alors, ça prend énormément de précautions que j'ai détaillées dans l'article, notamment des questions culturelles, interculturelles, psychologiques, cognitives, etc. Donc, je mets beaucoup de modulation sur ce que je vais dire, mais comme je vais le présenter très vite, je ne voudrais pas qu'ensuite on me dise « oulala, c'est honteux de faire ça », etc. Donc, voilà, modulo beaucoup de précautions et beaucoup d'incertitudes sur la manière de faire. Quelque chose, ça serait d'utiliser la description sur les visages. Par exemple, vous voyez, si on a Emmanuel Macron, visage et doigt, qui est voilà, très expressif, d'utiliser ce qu'on appelle les action units, par exemple, donc d'écrire des parties du visage et de pouvoir s'en servir pour décrire, pas forcément décrire, mais en tout cas aider le chercheur à repérer d'éventuelles expressions qui indiquerait certaines émotions
Et ensuite, encore une fois, ce n'est pas l'outil qui dira c'est de la peur, c'est de la colère, etc. Mais ce sera plutôt voici l'émergence de phénomènes qui pourraient nous faire croire ou nous faire penser que c'est de la colère, et vous, chercheurs, allez regarder dans la séquence si ça a l'air de correspondre à ça. Voilà, c'est plutôt dans cette logique-là. En utilisant des outils comme OpenPose ou OpenFace, donc travail fait avec Enrique Herrades, qui était un ingénieur à l'époque. Donc, vous voyez, on va essayer de faire des petites choses comme ça sur les visages qu'on va utiliser. Et par rapport à la séquence sur laquelle j'ai trouvé, donc Madame Le Pen, la France mérite mieux que vous, essayer d'extraire de cette petite séquence des informations. Alors, on peut le faire d'une manière textuelle, hein, voilà, avec des choses basées sur BERT, par exemple. On va voir que cette séquence, elle a 5 étoiles en termes d'intensité de sentiments, que si on demande sur un corpus d'apprentissage avec Allociné, que c'est plutôt positif. Et puis, on va voir si on lui propose des émotions. Ici, vous voyez, colère, dégoût, surprise ou tristesse. Il va plutôt identifier la colère, par exemple. Donc, on pourrait le faire de manière linguistique. Ah mince, j'ai oublié les diapos avec la vidéo, l'analyse vidéo, je suis désolé, donc je vais retourner juste là pour vous faire figurer. Voilà, et donc ce qu'on peut faire, c'est aussi à partir de ces images-là, donc type l'image qui est sur la droite de mon écran, en fait, essayer de faire reconnaître à l'outil quelles sont les unités d'action qu'on a sur le visage de Macron, et en les combinant, essayer de pouvoir repérer un type d'émotion particulier, par exemple en disant que la colère, ça va être la combinaison de telle action unique plus telle action, et donc du coup d'essayer de pouvoir repérer comme ça des combinaisons de comportements là, en termes expressifs qui pourraient nous inciter à repérer une émotion, sachant encore une fois que ce n'est valable que pour une certaine culture particulière, voire un certain genre de corpus, puisque évidemment que les émotions se modélisent différemment selon les cultures, et que aussi ça présuppose de bien connaître les personnalités sur lesquelles on travaille, puisqu'il y a des personnalités plus ou moins expressives, et que donc, voilà, il faut aussi avoir une sorte de corpus d'entraînement pour bien connaître la personnalité en question et voir les systèmes de variation. Voilà. Et donc la perspective, ça serait de voir est-ce qu'on peut finalement utiliser ces éléments-là, si on arrivait à les valider, comme étant des éléments qu'on pourrait encoder dans les corpus. Voilà, c'est-à-dire que ce message-là, Madame Le Pen, la France mérite mieux que vous, avec l'encodage dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, je pourrais aussi ajouter le fait que ça a été proposé avec une émotion de colère par Emmanuel Macron, et que donc ça peut nous intéresser ensuite pour une analyse en termes d'analyse de sentiments ou ce genre de choses. Pour conclure, je m'excuse des quelques minutes de retard. Voilà, donc travailler cette question des discours numériques à travers la constitution et l'exploration de corpus, en tout cas, moi, c'est la manière dont j'envisage les choses. Ça permet, ça nécessite à la fois la question de la création, vous voyez, la création à la fois d'un point de vue créatif, et puis création au sens de fabriquer, aussi fabriquer des interfaces, réfléchir au design, voilà, et collaborer avec des divers types de compétences, et on est plus finalement dans l'exploration, voilà, de faire des hypothèses, investiguer, regarder, chercher, que dans peut-être l'analyse, ou en tout cas obtenir des résultats en tant que tel, et toujours finalement être à la fois cette interface entre la pratique du chercheur, la pratique de l'enquêteur, et puis la production de contenu, de savoir ou autre. Et quand même, puisque c'est aussi quelque chose qui nous intéresse dans le cadre de cette journée d'études, c'est aussi quelque chose qui est vertueux pour la théorisation, qui est vertueux pour la pratique et aussi pour la diffusion, puisque si en plus on peut mettre le produit de nos recherches en accès libre et à disposition de la communauté plus large que les seuls académiques, c'est probablement aussi un gain voilà, pour ceux qui, en tout cas, pourraient s'en servir et y trouver de l'intérêt. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et vraiment qui a donné vraiment plein d'idées, de perspectives possibles, d'approches possibles. Je laisse donc maintenant la parole au public. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a déjà une de Pierre Guiraud qui demande si ces analyses du discours vont se poursuivre vers des nouveaux sites web pour les élections présidentielles de 2022. Mais peut-être qu'on pourra regrouper d'autres questions avant de passer la parole à nouveau.
Si vous voulez, je peux répondre à celle-là le temps que s'il y a peut-être Ok. des. Le temps, voilà, pour le temps de briser la glace. Donc oui, tout à fait. Justement, là, juste avant, on était en train d'y travailler au labo. Là. Donc voilà, on réfléchit à comment essayer d'agréger un petit peu les différentes briques qu'on a mis en place depuis 5 ans. Donc à la fois le côté analyse, le côté un peu ludique, le côté exploration et moteur de recherche. Donc là, en fait, on essaye de trouver le meilleur équilibre voilà, pour pouvoir à la fois avoir quelque chose d'un peu ludique et attractif, parce que voilà, on se rend compte que c'est aussi important pour faire venir les utilisateurs, mais aussi avoir une dimension un peu analyse, exploration, qui permettent ensuite de comprendre des choses à partir d'intérêts que les uns et les autres peuvent avoir. Donc oui, c'est en cours, voilà, tout à fait. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Sinon, j'ai aussi une question en attendant. Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée hier, en fait, dans l'axe de constitution de corpus de recherche, donc que vous avez aussi évoqué dans votre présentation. Cette remise en question, en tout cas, de comment on va constituer un corpus pertinent, alors qu'on a une masse de données assez conséquente. Donc, je souhaiterais avoir plus de détails sur votre démarche, comment vous opérez pour pouvoir trier dans cette masse de données assez importante, ce qui va faire partie d'un corpus voilà, où on fait plus à l'œil l'analyse. Ouais. Alors, j'étais en train de rechercher en même temps pour le premier projet, juste parce que c'était clairement défini. Mais alors, il y a plusieurs. Attendez, je peux faire partager mon écran parce que non, enfin, en fait, c'est quand même. Enfin, il n'y a pas eu un bon et un mauvais corpus. En fait, ça dépend encore une fois des questions de recherche qu'on a et les réponses qu'on veut trouver. Enfin, il y a un côté, je sais pas, vous parliez du dernier petit bouquin que j'ai fait, c'est pas pour en faire la promotion du tout, c'est juste parce que enfin, c'est pour ça que j'avais fait ce titre-là, c'est un peu l'analogie avec les sociologues ou les sociolinguistes qui font du terrain, c'est-à-dire qu'un corpus, c'est un terrain, on y va avec nos hypothèses, nos questions de recherche, et puis on le soumet à ces questions-là. Il nous donne des réponses. Parfois, on s'est trompé de terrain. Parfois, le terrain n'était pas, voilà, ou ne confirmait pas nos attentes. Et dans ce cas-là, c'est des nouvelles questions et réfléchir à ces choses-là. Voilà, donc c'est important. Vous voyez, pour la question des comptes influents, quand on est parti, en fait, on a une démarche en plusieurs étapes. Personnalité principale de chacun des partis importants. Donc, on avait à l'époque un duo Copé-Fillon qui était en train à la tête des Républicains. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque aussi, les Républicains. Et donc, voilà, on a pris cette personnalité. On a regardé ensuite sur Twitter quelles étaient les listes. Vous savez, on peut faire des listes sur Twitter dans lesquelles ils étaient cités. Et donc, on a repéré un grand nombre de listes. On a sélectionné parmi ces listes celles qui avaient au moins 6 tweetos qui contenaient la chaîne caractère politique, c'est-à-dire que la personnalité qui avait fait cette liste avait choisi d'intituler cette liste comme étant une liste politique. Et on a eu 120 listes. On a récupéré dedans 2934 tweetos. Et pour être sûr de sélectionner les tweetos politiciens et non les journalistes, on a travaillé avec des questions de seuil. Donc ça, c'est des questions plutôt informatiques. Et en ne retenant que les comptes présents dans plus de 12 listes, on a eu 205 tweetos politiciens. Voilà, je ne donne pas plus de détails, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on avait une question voilà, qui était l'influence en politique. Et encore une fois, parce qu'on a eu des débats avec des fois des politiciens, je ne sais pas, politologues, politistes, en disant c'est facile en fait de trouver des comptes influents, il suffit de regarder l'influence des personnalités politiques, mais en fait, ça ne se transpose pas de manière aussi directe et facile sur Twitter. En particulier, nous, dans notre corpus des 205 comptes politiques, on a Humour de droite, par exemple. Parce que c'est un compte un peu rigolo et qui fait des blagues, mais n'empêche que c'est un compte qui a une grosse audience, qui est encore une fois dans les listes de spécialistes qui s'intéressent à la politique, et donc voilà, qui méritait selon nous, enfin pas selon nous, mais en tout cas selon ses critères d'appartenir, parce qu'encore une fois, il a une audience et une influence particulière, mais parce que notre critère, c'était l'influence. Pour les questions des élections, le problème, il est plus facilement réglé, puisqu'en fait, on prend les comptes des candidats, mais
par exemple, pour d'autres sujets, on travaille avec l'école de gastronomie là, de CY sur l'analyse des tweets des chefs étoilés. Et dans ce cas-là, parfois, on a une complexité parce qu'on va avoir des doublons, enfin pas des doublons, mais on va avoir le chef et le restaurant, par exemple, qui ont un compte. Et parfois, on n'a aucun des deux. Donc, dans ce cas-là, on a à la fois des biais parce que tous les restaurants étoilés ne seront pas représentés, d'autres sont représentés 2 fois, d'autres sont beaucoup plus prolixes que d'autres. Et en fait, on va se rendre compte que 5 comptes vont représenter la moitié du corpus par rapport à un corpus de 500 comptes ou quelque chose comme ça. Donc après, c'est toujours voilà, selon l'objectif. Est-ce que notre objectif, c'est d'essayer d'être représentatif des comptes étoilés? Et dans ce cas-là, il faut faire un échantillonnage pour en avoir de manière homogène entre les différents comptes? Ou est-ce que c'est repérer des tendances gastronomiques? Et dans ce cas-là, c'est un petit peu différent, finalement, que les différents restos soient… Voilà. Ou est-ce que c'est avoir une répartition? On a un collègue qui est géographe de l'alimentation. Il s'intéresse à la question des terroirs et des territoires. Est-ce qu'il faut avoir une représentativité de ces chefs selon les différents endroits géographiques de la France, par exemple? Donc, ça peut être un critère aussi. Donc, voilà, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir des critères clairement définis au début. Et puis, en fonction de ces critères, voilà, constituer son corpus pour qu'il réponde, que ce soit le bon terrain, en fait. Et puis, voilà, un autre chercheur qui va travailler sur une même thématique va peut-être avoir un corpus complètement différent parce que simplement sa question de recherche est différente. Et puis peut-être que ça va se croiser à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que voilà, j'ai d'abord travaillé sur les terroirs et en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte de ce qui nous arrivait, que la question de la saisonnalité, c'est aussi très important. Donc dans ce cas-là, il faut aussi avoir des corpus temporels un peu plus importants et donc remonter un peu plus dans le temps parce qu'il nous faut plusieurs années pour avoir plusieurs saisons. Parce que si on n'a qu'une seule fois printemps, automne, été, hiver, c'est difficile d'avoir une représentation vraiment voilà, compréhensible quand est-ce qu'on utilise des herbes ou des tomates ou des choses comme ça. Par contre, si on le fait sur 2, 3, 4 ans et qu'on voit qu'à chaque fois, à telle période, on a plus de tomates, plus de carpaccio, plus de choses comme ça, là, ça devient intéressant. Voilà, donc je dirais que je parlais de pragmatisme au début, hein, voilà, je ne suis pas du tout comment dire, enfin, j'ai pas d'idée préconçue, voilà, il faut vraiment, je pense, être à l'aise avec ça. Merci. Alors, nous avons une toute dernière question avant de passer aux séances. C'est Pierre Guéraud aussi qui demande si l'audience et la fréquentation de sites web PolitiQuiz. Alors, c'est une bonne question. PolitiQuiz, on ne sait pas vraiment. Alors, ça n'a pas été une grande audience, parce que déjà, c'était pour les régionales et qu'on l'a sorti tard. Pour IDEO 2017, on avait les chiffres. Alors, je les ai oubliés de tête, mais c'était pas mal quand même par rapport au caractère un peu confidentiel du projet. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens restaient, enfin, les gens qui venaient en tout cas restaient assez longtemps. Ça dure au moins 5 minutes de moyenne, je crois, par consultation. Ce qui fait qu'en fait, on voyait après les traces, c'est-à-dire que les gens allaient d'abord sur sécurité, puis après sur tel mot, puis après François Fillon. Puis voilà, donc on avait. Et alors, c'est une très bonne remarque. Et du coup, on a 2 collègues là, au labo qui viennent plus des sciences de l'éducation et ce qu'on appelle les learning analytics et qui repèrent justement les traces des apprenants quand ils sont sur des applications d'apprentissage et qu'on appelle les logs, etc. Donc, pour voir voilà, quand est-ce qu'on se connecte, quand est-ce qu'on répond à quelles questions. Et du coup, on va essayer de travailler avec eux. Et normalement, il y a un papier peut-être dans une conversation qui va être prévu sur ce sujet-là, sur voilà, de quelle manière la dimension participative dont j'ai parlé peut, tout en respectant la RGPD, les questions de confidentialité, etc., nous aider, nous, par contre, à avoir soit des parcours d'utilisateurs, c'est-à-dire, ça serait intéressant, même si ce n'est pas qualifié en termes sociologiques ou autres, de voir que voilà, quand on consulte tel mot ou telle catégorie, ensuite on va là-dessus, et ainsi de suite. Donc, avoir quelque chose d'un peu systématique. Et puis, éventuellement, même s'il y a des systèmes d'identification où on peut avoir des informations par âge, géographique, etc., ou temporel, même en fonction du moment de la campagne, voilà, d'avoir des informations, ça c'est quelque chose pour l'instant qu'on n'a pas, mais qu'on a prévu de faire effectivement pour enrichir d'un point de vue un petit peu plus voilà, réception et les usagers finalement. Très bien, merci de cette réponse. Merci aussi de cette conférence. S'il vous plaît. Oui. Je voulais juste, c'est vraiment une toute petite question. Si vous pouvez revenir sur les quelques outils qui permettent de travailler les dénominations au niveau de ces discours numériques. Donc, j'ai retenu ce que vous avez, projet digital doxa, etc. Ce que je m'intéresse. Pour la question de la nomination, on a un article qui est dans HAL que vous pourrez trouver, qui a été publié dans les JADT, les journées d'analyse des données textuelles, avec Jean-Yves Antoine, Agatha Jakiewicz
et j'oublie quelqu'un, je suis désolé, voilà, dans lequel on a un premier état de l'avancée dans lequel on en est. En fait, pour l'instant, on fait une méthode un peu mixte entre de l'analyse textométrique dans laquelle on va essayer de repérer à partir d'un sous-corpus. Donc là, par exemple, on avait travaillé sur protectionnisme, de constituer un sous-corpus du corpus et ensuite de regarder dans les thématiques des termes alternatifs. On a isolationnisme, patriotisme économique, etc. Et ce qu'on essaye de développer justement avec les talistes, en particulier ceux de Tours autour de Jean-Yves Antoine, c'est quelque chose qui va travailler sur la co-référence. C'est-à-dire, eux, ils sont vraiment spécialistes de cette problématique-là. Et en fait, là, en textométrie, on a plus une approche, on va dire, paradigmatique, pour faire simple. On a des classes de mots et on voit lesquels peuvent éventuellement être voilà, des candidats à une même nomination. Et ensuite, passer plutôt sur l'axe syntagmatique, c'est-à-dire quand quelqu'un va dire le protectionnisme de Trump, c'est de l'isolationnisme, ce n'est pas du patriotisme économique. Et dans ce cas-là, bim, 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 on a 3 termes, en gros, qui désignent le même référent, si je puis dire, qui est cette voilà, appétence à vouloir fermer ses frontières pour privilégier son propre pays vis-à-vis de la concurrence. Merci. Donc, merci pour la conférence et pour les réponses. Je passe la parole maintenant à Camilla, qui va nous diriger après vers les séances. Merci beaucoup Thaïs, merci beaucoup Julien Nangui pour cette très bonne présentation. J'ai beaucoup aimé découvrir aussi ces outils, ces plateformes. C'est très enrichissant, notamment en ayant la présidentielle l'année prochaine. Donc avant de passer aux salles pour assister aux présentations au programme d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'un projet de publication sous la forme de dossiers thématiques trilingues avec des textes qui seront issus de différentes communications est envisagé. Et cela signifie qu'à la suite de la journée d'études, nous vous invitons à soumettre un article qui fera l'objet d'une sélection par les comités scientifiques avant d'être soumis aux 2 revues envisagées. Pour information, il s'agit de revues heterotópicas, estudos integrados em discurso e argumentação. Donc, on va vous envoyer très prochainement, dans les semaines à venir, des informations par mail concernant les publications, concernant les consignes pour la rédaction de ces articles. Et je souhaite à toutes et à tous une très belle journée d'études, bien productive et inspirante. Et merci de bien vérifier dans quel axe, dans quelle salle vous vous situez, parce qu'on a 2 salles différentes. Donc, juste pour éviter des petits soucis, des gens qui se perdent un peu entre les deux. Merci beaucoup. Gracias. Obrigada.